Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 57e épisode d'Ose écrire. Et aujourd'hui, on parle de ce que nous apprend la réussite des autres. Et on parle encore une fois d'une citation de Bébé Jacques. Décidément, je l'adore. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Coucou les amis, coucou. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, ambiance canapé. Pourquoi ? Je dirais plutôt pourquoi pas. En tout cas, sachez que je suis extrêmement confortable là où je suis et que le plus grand risque de cet épisode, c'est que je m'endorme. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses en tête qui me viennent au fur et à mesure que je commence à parler. J'avoue que comme d'habitude, j'ai pas tellement de sujets à part la vision que j'ai de ce podcast, dont l'objectif est que vous osiez écrire quelque part tout ce qui est bon pour vous pousser à oser écrire, me va. Donc on peut parler de plein de choses. La première chose de laquelle j'ai envie de parler, c'est j'ai ce matin une coachée qui a posé le point final à son premier jet. Et je sais que le coach doit se décorréler du résultat, mais je suis extrêmement fier d'elle. Et elle peut l'être aussi, bien évidemment. Et ça me touche de voir que, oui, ça marche aussi chez les autres. Je suis super content. J'ai hâte qu'après ces phases de réécriture personnelle, elle m'envoie le texte pour bêta-lire, parce que je l'ai suivi d'un œil un peu lointain, évidemment, parce que c'est son livre, son histoire. Qui suis-je pour donner mon avis, surtout dans le processus de premier jet ? Mais maintenant, j'ai hâte de découvrir. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre dans ce monde des réseaux sociaux dans lequel on compare beaucoup. Partager les victoires de quelqu'un, que ce soit moi pour quelqu'un d'autre ou la personne en question qui partage sa victoire ou même moi qui partage une victoire personnelle, ça n'a rien de négatif pour ceux qui écoutent ou ceux qui sont autour. Ça pourrait, voilà, mais pas du tout. Moi, je trouve que quelqu'un qui partage une réussite, ça me donne encore plus envie de moi-même aller chercher cette réussite. Quand j'avais pas encore écrit mon premier livre, quand je voyais quelqu'un qui avait réussi à le faire, alors après avoir travaillé sur moi, je vais pas mentir, ça n'a pas été automatique au début, mais à la fin, je me disais, ok, cette personne a réussi, ça veut dire que c'est possible. Donc pourquoi moi aussi, j'irais pas le chercher, ce truc-là ? C'est valable dans à peu près tout ce que nous offre la vie. C'est valable dans à peu près tout ce qu'offre la vie aux autres. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que oui, c'est possible. Donc il y a un chemin. Après, à nous de trouver notre chemin pour aller vers cette victoire. Mais c'est ça. Ça veut dire que le chemin existe. Et je trouve ça absolument magnifique. Donc en fait, quand je vois quelqu'un réussir et arriver au point final de son premier jet, la seule chose que ça me donne comme information, au-delà de la fierté qu'elle peut en tirer, évidemment, c'est que c'est possible. Il y a un chemin vers ce truc-là. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est un vrai bon exemple. Ça, c'est inspirant. Ça parle aux gens. Voilà. Donc, je la citerai pas directement parce que je lui ai pas posé la question de savoir si je pouvais la citer directement dans un épisode comme ça, mais elle en parle librement elle-même sur les réseaux. Donc, libre à vous de vous détecter un bon membre du FBI pour la retrouver. Mais voilà, je suis ravi, j'ai hâte de découvrir. Et c'est hyper encourageant, voilà. Si vous êtes dans une phase là en ce moment où vous hésitez, où vous vous dites ah mais je suis peut-être pas fait pour ça, et en plus j'ai eu des périodes difficiles dans ma vie, et puis ce travail, et puis voilà, et puis machin, etc., etc. No panique, vous voyez qu'il y a des gens à côté qui arrivent à organiser
qui arrivent à mettre de la clarté sur leur organisation, de la clarté sur leur alignement, sur leur identité pour aller vers le rêve qu'ils ont. Donc, no panique, respirez un grand coup et ensuite, osez écrire. Et si vous avez un quelconque blocage qui vous vient, vous savez où sont mes DM. Voilà. Cela étant dit, petite parenthèse, merci à vous qui commentez, merci à vous qui écoutez, merci à vous qui partagez, merci à vous qui mettez 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify, je crois que c'est les deux seules plateformes qui le permettent. Ça aide beaucoup le podcast et preuve en est que la semaine dernière, pour la première fois, j'ai reçu un mail d'une agente littéraire pour me proposer des auteurs et des autrices pour venir dans le podcast. J'ai été extrêmement touché, j'ai évidemment accepté et j'ai très hâte de découvrir ces univers-là. Et je vous en dis pas plus, mais la vie est toujours bien faite et la synchronicité parfois est absolument délirante. Donc c'est évidemment 2 sujets qui me touchent et j'ai hâte d'échanger avec les autrices en question, pour le coup les premières. Et voilà, j'ai hâte. Donc je suis très content. Le podcast prend la direction que j'ai envie qu'il prenne. Un endroit inspirant, un endroit qui aide les gens à oser. Et quelque part, ça atteint la vision que j'ai, qui est que plus il y a de livres qui sont écrits sur Terre, mieux le monde se portera. Voilà. J'ai aussi une citation à partager. Alors, je vous ai déjà parlé de Bébé Jacques. J'ai cité plein de fois Bébé Jacques, qui est... Alors, il est rangé dans la catégorie rap, mais je trouve que ça lui correspond pas bien. Je trouve qu'il a un côté beaucoup plus poète. On sent que les mots ont une importance. La manière dont il résonne aussi. Il y a aussi beaucoup de sous-textes. Et ce qui m'impressionne dans ces chansons, c'est que je les réécoute très souvent et il y a toujours une nouvelle phrase qui vient me frapper. Alors, peut-être parce que la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième, j'étais pas assez attentif. Ou alors peut-être que c'est juste la vie qui, au jour où je réécoute cette chanson, met un spot sur un autre truc qui est important pour moi à ce moment-là. Et bam, la phrase me frappe. Et la phrase que j'ai entendue récemment, c'est « Tout ça c'est éphémère comme les doutes de la veille ». Et j'adore, déjà parce qu'il a ce bagou quand il prononce « comme les doutes de la veille », tu vois. Je sais pas, il y a un truc, j'aime bien le mot avaler un peu, tu vois. Et j'adore cette phrase. Et elle est très simple. Et tu vois, tout ça c'est éphémère comme les doutes de la veille. Et après t'as plein d'interprétations. Tout ça c'est quoi ? C'est quoi tout ça pour toi ? Et éphémère, ça veut dire quoi, éphémère ? Et les doutes, c'est quoi tes doutes, etc. Bref, cette phrase m'a parlé parce que dans des situations, en fait, j'allais dire d'entrepreneuriat comme je peux le vivre puisque je suis à mon compte, mais en vérité, vous voyez, je peux tout de suite faire le parallèle avec l'écriture et dire dans des situations dans lesquelles on avance un peu seul. Voilà. L'écriture, vous le savez, mon avis n'a pas besoin d'être solitaire. Typiquement, je suis quelqu'un qui accompagne les gens pour écrire, pour justement vaincre un peu cette solitude. Mais l'écriture, dans l'acte, reste solitaire, même s'il y a des gens autour. Et dans ces entreprises solitaires, qu'elles soient de type business ou de type rêve, accomplissement, bref, ce que vous voulez, dans ces entreprises solitaires, il y a toujours des moments de doute. Il y a toujours des moments où on a envie de flip the table, où on a envie de tout envoyer valser, où on a envie d'abandonner, on a envie de tout recommencer. Et quelque part, j'aimerais bien vous dire qu'il y a juste à oublier, mais non. À mon sens, c'est que ça fait partie du processus. Dans une vidéo récemment sur Insta, je partageais que il n'y a pas de trésor sans carte au trésor et il n'y a pas de carte au trésor sans les obstacles que tu as sur cette carte. Donc quelque part, tu es obligé de passer, c'est sûr que tu vas passer par des moments de doute.
c'est ça qui fait aussi que le chemin est beau et que la transformation est là. Voilà. Tout à l'heure, j'ai été pris d'un truc, tu vois, sur cette histoire de chemin. Je me dis, mais en fait, c'est pas de tenir mon livre entre mes mains qui m'a transformé, c'est tout le processus d'écriture qui m'a transformé. La prise de conscience a lieu au moment où je tiens mon livre, mais toute la transformation, elle a lieu avant. Et ça, bah, c'est très touchant. C'est très touchant. Et donc, oui, dans ces entreprises solitaires, on est confronté aux doutes. C'est évident qu'il y en aura. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les subir. Voilà. C'est intéressant de prendre du recul vis-à-vis de ces doutes, de mettre en pause et là de re-questionner un peu tout ce qui est important pour nous. À chaque fois qu'on a des projets, on a toujours des métriques qui nous drivent. Je parle toujours du révélateur en écriture avec nos 3 intentions, l'intention personnelle que tu as, l'intention qu'a le roman, l'intention que tu as vis-à-vis de tes lecteurs. Et ces 3 intentions sont des bouées auxquelles tu te raccroches quand tu es en moment de doute. Quand tu as envie d'abandonner ton projet, demande-toi pourquoi c'est important pour toi qu'il arrive au bout. Et là, tu te diras, je sais pas, j'ai envie d'être fier et de tenir mon livre entre mes mains. J'ai envie de vivre un accomplissement fort. Bon, ça te reconnecte. Ça te reconnecte à ton rêve. Et ça te fait avancer. Et c'est ça les intentions. C'est ces bouées-là qui servent quand il y a des doutes. Et c'est vrai dans à peu près partout. Voilà, si je prends le parallèle avec Ose écrire, quand j'ai des doutes sur ce que je peux faire ou que j'ai envie de tout abandonner parce que comme tout le monde, il y a des doutes, comme je disais juste avant, je me rappelle, ok Sam, n'oublie pas que ce que tu as envie, c'est que le plus de gens possible puissent vivre cette sensation de tenir leur livre entre les mains et cette prise de conscience de voir toute la transformation qu'ils ont vécue pendant leur processus d'écriture. Et quand je me remets ça en tête, je peux pas ne rien faire, je peux pas me morfondre dans mon doute, je peux pas rester en inaction. Ça me pousse. Voilà. C'est ça, c'est l'émotion qui crée le mouvement, là. Je me dis, je peux pas m'arrêter là. J'ai envie de continuer. Parce qu'il n'y a pas de il faut, je dois, machin. C'est j'ai envie d'y aller. J'ai envie qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent ressentir ça. Et donc là, tu te mets en mouvement. Et toujours, vous le savez, le mouvement crée l'émotion. Actions cure fear, etc., etc. Globalement, l'action est souvent la solution. Quand elle est faite en conscience, évidemment, à court terme, l'action. Et quand même, quand tu prends une vision un peu plus macro, un peu plus moyen, long terme, c'est quand même intéressant de se connecter à ces intentions dont je parlais avant. Parce que c'est ça qui fait qu'on n'agit pas dans le vide, tu vois, quand même. Voilà. Et donc, ces moments de doute sont éphémères. Voilà. Et donc, il y a plein de choses éphémères, comme les doutes de la veille. Finalement, dans cette citation, c'est ça qui m'intéressait le plus, c'est de dire, bon, les doutes sont éphémères. Les doutes ne restent pas. C'est autre chose qui reste. C'est comme, c'est marrant parce qu'on en a beaucoup parlé, je me rappelle aussi avec Élise, on en avait parlé, la prépa est... vous me direz, hein, si vous êtes allé en prépa aussi, ça vous parlera peut-être, mais la prépa est un moment douloureux. C'est-à-dire que sur le coup, c'est pas le truc le plus agréable, tu vois. C'est pas super cool d'enchaîner des cours de maths, de physique, de SI, de français, bref, de tout, avec d'école, des DS le samedi matin et à peine une demi-journée pour se reposer parce qu'après il faut tout préparer pour le lundi d'après, tu vois. Mais, quand je sors de tout ça et que tu regardes le truc, là tu fais putain, waouh, ça m'a transformé. Et aujourd'hui, sans la prépa, je serais pas la moitié de l'homme que je suis. Donc quelque part, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et c'est magnifique. Et d'ailleurs, ça, on en avait beaucoup parlé aussi avec Théo, je crois. Hein. Alors soit dans cet épisode, soit dans ce podcast, soit dans celui du colloque d'ingé, mais la prépa amène tellement de choses. Comme toutes les épreuves et comme toutes les choses qui demandent du travail, de la discipline, etc., etc. Bon, voilà, il s'agit toujours pas de mettre au centre seulement le travail.
euh, le travail, vous voyez, à chaque fois, je parle de temps impératif et de temps libre. Et pour moi, quand vous êtes, je le remets, je le réintègre dans une démarche d'aller écrire le livre dont on rêve. Quand on est dans une démarche d'aller écrire le livre dont on rêve, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur le temps libre. Parce que les impératifs, vous les changerez pas, je l'ai répété souvent, je le répète. Mais dans les impératifs, moi, je mets absolument la santé, le sport, bien manger, bien dormir, etc. Pour moi, ça, c'est des impératifs sans lesquels c'est difficile. Et donc, la valeur travail que tu as quand tu cherches à aller atteindre un rêve, pour moi, elle prévaut pas sur ces impératifs de santé. Donc, il ne s'agit pas de sacrifier, par exemple, sa nuit pour écrire son bouquin. Il s'agit plutôt de se demander, OK, au regard de ma journée, à quel moment je peux écrire ? Et dans ces moments-là, comment je me sens ? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas encore à aller écrire aujourd'hui ? Tout ça, je peux vous le dire, je peux vous poser la question comme ça. Ça ne fera effet que si vous-même, à un moment, vous acceptez d'aller vous confronter à ça. Alors, soit vous y arrivez tout seul, soit vous venez me voir et dans la démarche de coach, vous verrez que je commencerai à être agaçant parce que je vais toucher des endroits où ça gratte. Vous aurez envie de partir. Et c'est justement le bon signe que on commence à toucher du doigt le caillou dans la chaussure. Et c'est que quand on a la force de retirer ce caillou et de le bazarder, qu'on peut se remettre à avancer sereinement. Parce que marcher longtemps, comme est le processus d'écriture d'un livre, avec un caillou dans la chaussure, eh ben vas-y, bon courage mon frérot, ma sœurette, je te jure que c'est pas facile. Vous avez déjà fait de la rando, avec un caillou dans la chaussure, c'est insupportable. Voilà. Voilà toute la digression qu'on peut faire autour de tout ça, c'est éphémère comme les doutes de la veille. Putain, j'aime trop son accent. J'essaierai de vous retrouver, je sais plus laquelle chanson c'est là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous échanger ? Ah tiens, ça peut être marrant de parler de ça. Euh, ouais, ça peut être marrant. J'ai le week-end dernier, je bouge beaucoup en ce moment. Je suis à Lyon, pas à Lyon, etc. Bref, je bouge, voilà, de manière aléatoire. Je suis allé me balader et je me suis retrouvé face au Mont Blanc. Alors, ambiance très particulière parce que, et vous verrez le rapport avec l'écriture viendra après, situation très particulière parce que il faisait très moche quand on était au niveau de la mer. Et en fait, quand on montait, on passait la barrière de nuages et là, on se retrouverait plein soleil, mer de nuages, Mont Blanc qui sort. Reste tomber, c'est absolument magnifique. Et si je parle de ça, c'est parce que je me suis posé face à ce Mont Blanc, face à cette mer de nuages et petite méditation active un peu, tu vois. Tu fermes les yeux, tu respires, tu ouvres, tu regardes. Voilà, tu te connectes juste aux sensations qui viennent et c'est une démarche de lâcher prise. Et justement, c'est ça qui m'a marqué. C'est ça qui m'a marqué. J'ai eu un flash d'une image que je vois souvent. À quel moment je la vois souvent, cette image ? Et c'est simple parce que c'est celle, en fait, c'était voilà, la mer de nuages et l'espace infini au-dessus de cette mer de nuages. Bah, cette image, l'autre endroit où je la vois souvent, c'est quand le soir, parfois avant de m'endormir, je fais des exercices de méditation et dans ce processus, à un moment, je lâche prise et là, c'est comme si je voyais un petit bonhomme sortir d'une mer de nuages et être dans une espèce d'infini espace dans lequel il a totale liberté de mouvement. Et je me suis connecté à ça. Je me suis dit, putain, c'est dingue. En fait, cette image de lâcher prise, elle est partout. Et ça te reconnecte à ce lâcher prise. Et le lâcher prise est extrêmement important, à mon sens. Surtout dans des démarches artistiques comme l'écriture d'un livre. À plusieurs égards, à plusieurs endroits, à plusieurs moments, et peut-être presque à tous parfois. Il ne s'agit pas d'être un écrivain jardinier ou un écrivain architecte. Simplement, si vous n'êtes pas dans une démarche de lâcher prise, vous êtes, à mon sens, dans une démarche de perfectionnisme. Et donc, on commence jamais. On n'écrit jamais ce mot-là. Voilà. Le perfectionnisme tue bien plus de livres que le manque de talent.
Et donc, à un moment, il faut accepter de lâcher prise sur ce dernier petit détail, sur cette dernière petite info, sur ce dernier dessin, sur cette dernière carte. Voilà. Sur cette dernière incertitude. Il faut se lancer dans le processus d'écriture. Et c'est que en se lançant dans le processus d'écriture que la vérité nous apparaîtra. Alors dit comme ça fait un peu ésotérique, ça fait pas très rationnel, et ça m'étonne presque, et je pense que ça étonnerait presque le Sam d'il y a 2 ans de s'entendre dire ça. Mais le Sam d'il y a 2 ans, il n'avait pas compris ce qu'était le lâcher prise. Il était dans le perpétuel contrôle, et dans le perpétuel, je dois comprendre tout ce qui se passe. Et en fait, quand tu écris en lâchant prise, donc quand tu admets par exemple que tu sais pas très bien ce qui va se passer dans ce chapitre-là, mais que tu commences quand même à l'écrire, tu te rends compte que ton inconscient il sait, ton instinct il sait, ton instinct il est en avance sur ta tête. Il capte toujours des choses que ta tête capte toujours après. Et donc ça marche typiquement sur ça. C'est vrai aussi sur les doutes dont on parlait avant. À un moment, lâcher prise. Ah oui, le doute existe. Ok, il quittera pas à part si je me mets à agir. Bon bah je lâche prise sur le doute. Je vais peut-être pas essayer de chercher à le comprendre. Voilà. Et ça c'est important parce que dans la démarche de coaching par exemple, parfois il y a des choses qu'on comprend pas. Mais à la fin on est à l'aise avec ça. On se dit ah mais en fait je me sens bien là. Je me sens en énergie. J'ai pas besoin de comprendre ce truc-là. J'ai juste eu besoin de comprendre l'émotion qu'il y avait derrière, quelle valeur ça venait toucher chez moi. Mais après comprendre pourquoi telle personne a fait ci ou pourquoi je suis comme ça, etc., etc. C'est pas forcément nécessaire. Et parfois même ça sort du cadre du coaching. Et là on se retrouve plus dans le cadre de la thérapie. Et ça c'est avec un psychologue ou un psychiatre. Enfin voilà. Lâcher prise donc. Lâcher prise, lâcher prise. C'est vrai aussi par exemple dans une étape avec les bêta-lecteurs. Bon, quand on reçoit les premiers commentaires, l'ego qui pique. Voilà. Mais pareil, lâchons prise. Si on a fait le travail en amont, de premier jet, de relecture, de réécriture, puis qu'on a fait aussi le travail de dire, bon, ok, je mets quel cadre à mes bêta-lecteurs ? Hop, ils sont dans le cadre. Acceptons, lâchons prise sur la forme que peuvent prendre les commentaires. Et surtout, gardez à l'idée que c'est vous l'auteur, vous faites ce que vous voulez. Donc les bêta-lecteurs, ils sont là, ils sont gentils, ils nous lisent, voilà. Et par contre, c'est libre à l'auteur d'accepter ou non finalement les changements. Je le dis aussi bien pour moi que pour ceux que je bêta-lis. Voilà. Oh là là. Petite gorgée que j'ai pas pris depuis le début. Bref, cette histoire de lâcher prise, ça renvoie à quelque chose dont je parle assez souvent aussi, qui est le tête, cœur, corps. Une manière de voir la vie, un outil de coaching dont j'ai oublié le nom, mais je l'utilise très bien, donc il n'y a pas de problème, voilà. J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Tête, cœur, corps. Toujours s'interroger, c'est intéressant de s'interroger sur, ok, lequel est le plus fort chez moi, de par exemple ma construction d'éducation, et lequel est le plus fort chez moi de manière naturelle. Par exemple, je prends mon exemple puisque c'est celui que je connais le mieux. Naturellement, je suis quelqu'un de très instinctif, mais par construction d'éducation, par étude, par ingénierie, je suis quelqu'un de très tête. Bon, voilà, c'est-à-dire que j'ai passé ma vie à me demander mais putain, je comprends pas comment fonctionne mon système de décision. Bah en fait, c'est parce que j'avais un profil, j'étais que dans mon truc de tête, alors qu'en fait, je prenais toujours des décisions à l'instinct. Donc forcément, avec mon regard de tête, j'étais là, mais putain, je comprends pas comment je fais. Et donc très souvent, ce que je faisais, c'est que quand il y avait un choix fort à faire, instinctivement, j'avais la réponse qui me popait dans la tête. Donc je savais très bien ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais besoin de faire, ce que je sentais qu'il fallait que je fasse. Que ça soit bien, pas bien, une erreur, pas une erreur. Instinctivement, je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Sauf que comme j'étais construit très tête, bah je prenais pas cette décision tout de suite. Et pendant tous les mois qui allaient suivre, j'allais moi-même chercher des arguments et une construction rationnelle et argumentée avec ma tête pour arriver à la même décision. Bon, ok, j'avais perdu du temps, en gros. Et donc, toute la formation de coaching et tout le travail que je fais aussi avec les auteurs que j'accompagne, tout le travail que je fais plutôt quotidiennement maintenant, vient m'aider à me connecter à mon instinct. Et ça,
c'est extrêmement, extrêmement puissant. Donc ça peut être intéressant pour vous de voir, ok, c'est quoi, plutôt tête, plutôt cœur, plutôt corps. Ça vous donnera aussi des indices sur les métriques à aller interroger. Ça c'est pareil, je vous donne des clés. J'espère que vous pourrez les utiliser. Si jamais ça vous touche et que vous sentez qu'il y a un truc à creuser, pareil, vous venez me voir et on va creuser un peu ces trucs-là. C'est toujours hyper intéressant. Moi, ça me passionne. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a inspiré une histoire. Je finirai peut-être sur ça. Ça m'a inspiré une histoire qui était, j'aurais bien imaginé un monde. Voilà, un monde où il y a 3 peuples. Un peuple tête, un peuple corps, un peuple cœur. Et chacun s'imbrique, donc chacun a des dynamiques différentes. Et je pense que ça serait intéressant de mettre dans cet univers-là la question de c'est quoi être heureux. Et peut-être que la tête, le cœur et le corps auraient tous les 3 des réponses différentes. Tous les 3 seraient pas d'accord, donc peut-être qu'ils se feraient la guerre. Mais dans le fond, on sait bien qu'en fait c'est un équilibre des 3. Tu peux pas être que sur l'un et oublier les 2 autres. C'est un putain de trépied et tu retires 2 pieds, ah, ça tient pas debout quoi. Pareil si t'en retires un. Donc il faut toujours jouer avec les 3. C'est toujours intéressant de jouer avec les 3. Mais je sais pas, je trouve que ça serait cool d'explorer cette thématique du bonheur finalement, d'être heureux, ou en tout cas de pas être malheureux, vis-à-vis de 3 peuples qui représentent la tête, le cœur et le corps. Voilà. Et alors bon, je dis ça, et en même temps, Legends of Carnoa, Les Trains Tétérés, mon premier livre, La Sourde Alliance, le 2e qui sort bientôt, bah en fait c'est déjà un petit peu ça. Parce que les bears sont en fait très tête, très rationnels, et les boules sont très corps, très instinctifs, très impulsifs. Le cœur là-dedans est un peu partout, hein, dans chacun sa manière de gérer les émotions. Mais le livre interroge des achats. Putain, je prends conscience de ça là en vous parlant en direct. C'est dingue. Enfin, je savais qu'il y avait cette opposition, mais tu vois, je l'avais pas relié à mon idée. Là. Bon, voilà, bref. Si cette idée vous a inspiré, libre à vous de vous en servir. Les idées sont libres de cours, de toute manière. Donc, rien que ce que je peux dire là fait foi devant le juge. Et au-delà de ça, toutes les idées existent, mais pas écrites par vous. Votre plume est unique, votre histoire de vie est unique, vos études, tout ce que vous avez fait vous rend unique et fait que la seule personne capable de raconter l'histoire dont vous rêvez, bah, c'est vous. Et si vous le faites pas, personne ne le fera. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon goûter. Bref, comme d'hab, vous avez compris. Je vous fais des bisous les copines et les copains.